Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on vous retrouve pour une deuxième partie consacrée à la construction de portefeuilles par les particuliers. Et vous nous avez expliqué dans le premier volet de cette longue émission qu'il fallait que les particuliers se mettent à la place en fait, des investisseurs institutionnels, ou du moins qu'ils comprennent la manière dont ceux-ci appréhendent le risque et classent les différentes classes d'actifs, précisément, en fonction du risque. Et qu'une fois qu'ils ont compris ça, eh bien, ils peuvent plus facilement déterminer quelles sont les classes d'actifs porteuses ou celles qui le sont moins. On est bien d'accord. Alors, un mois s'est écoulé entre les deux enregistrements. Il s'est passé plein de choses. Vos cheveux ont poussé, notamment. Mais également, les marchés ont réagi très, très positivement à des annonces de vaccins. Alors, encore une fois, l'objet n'est pas de dire est-ce que ces annonces sont fondées ou pas. Tout ce qu'on peut observer, c'est que ça a regonflé à bloc le moral des marchés et que ceux-ci se sont envolés, puisqu'on a eu de nouveaux plus hauts historiques du côté des États-Unis et le CAC 40 est plutôt pétaradant depuis. Tout à fait. Est-ce que cette nouvelle s'inscrit parfaitement dans votre démonstration ? Alors en tout cas, elle peut être appréhendée au regard de tout ce qu'on a évoqué jusque-là. Oui, elle s'y inscrit parce que qu'est-ce que finalement vous dites, les marchés se sont envolés, pas tous les marchés. Donc rappelez-vous, on avait défini la dernière fois 3 couches, 3 cylindres, 3 cercles concentriques. Le cœur, qui est assimilé aux actifs qui sont considérés comme le moins risqué, ceux qui offrent le plus de visibilité pour les grands investisseurs. La couche médiane, c'est la première couronne à Paris qui est en gros considérée comme des actifs avec un peu de visibilité, donc type les actions, on verra en fait lesquelles derrière. Et une troisième couche, qui va être la couronne la plus lointaine, la troisième couronne, dans laquelle on va retrouver tous les actifs les plus risqués, alternatifs, ceux qui sont sensibles à la conjoncture, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois ? Eh bien tout simplement, les investisseurs au regard à la fois de l'élection présidentielle, qui grosso modo s'est bien passé, peu importe qui l'ait emporté. Le sujet pour les investisseurs, c'était de dire on n'est pas sûr qu'on ait un président, d'une certaine manière. Là, en l'occurrence, on sait qu'il y aura un président aux États-Unis, on sait qui le sera, donc déjà, il y a plus ce risque-là. Et puis surtout, cette lumière au bout du tunnel qui, pour les investisseurs, qui vont peut-être vite en besogne, ce n'est pas le sujet du jour, mais considèrent le vaccin comme le fait que la crise sanitaire est terminée. À terme, elle est terminée et qu'on va avoir un retour à la normale. Et ça a un impact majeur dans la théorie qu'on a développée ensemble, tout simplement pourquoi ? Si véritablement les investisseurs ont raison et qu'à terme, on a une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la normale dans nos économies et qu'elle va faire quoi, notre économie ? Elles vont faire quoi, nos entreprises ? Elles vont retrouver des profits et quand une entreprise retrouve des profits, elle retrouve une capacité à générer de l'épargne. Et vous avez compris qu'il y avait 2 moteurs donc, dans notre vision des choses. La création monétaire, qui pour le moment, donc, dont acte, même si on a une lumière au bout du tunnel, en gros, il n'y a pas de questionnement sur le fait qu'elle continue d'injecter des liquidités. Et de l'autre côté, l'épargne générée naturellement par nos économies. Et c'est pour ça que les stratégies de construction de portefeuille devaient fortement évoluer dès le début du mois de novembre, parce qu'à partir du moment où on a le vaccin, eh bien, les investisseurs anticipent le fait que nos économies vont régénérer à nouveau de l'épargne naturellement qui va se déverser sur les marchés financiers. Alors, je rappelle un petit peu pour ceux qui ont la mémoire courte, bien qu'ils aient vu l'émission précédente récemment, qu'on a donc, en effet, comme vous le rappeliez, une cartographie en 3 couches, avec un cœur, une petite couronne et une grande périphérie, que là, on place les différentes classes d'actifs, et que, chose importante, cette cartographie est animée, puisqu'on a une irrigation des différentes strates par les flux de l'épargne. Oui. Voilà. Donc, on a une force centrifuge, c'est-à-dire que l'argent se déplace du cœur. Enfin, il ne se déplace pas, il reste au cœur, mais il déborde du cœur pour aller sur la petite couronne, puis ensuite sur la grande périphérie, dès lors qu'il y a un excès d'épargne. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, Pierre, c'est que, grosso modo, pour le marché, étant donné qu'on a une perspective d'amélioration de la conjoncture économique avec la résolution de la crise sanitaire, encore une fois, peut-être que le marché va vite en besogne, on n'en sait rien, mais c'est ce qui est joué, absolument. C'est ce qu'il croit. Là, le pari, c'est celui non seulement du maintien d'une politique monétaire accommodante, donc d'un financement qui est là, auquel s'ajoute une création d'épargne par le retour aux bénéfices des entreprises. Vous avez tout compris. Et la conséquence directe, et c'est pour ça qu'il fallait assez vite changer son fusil d'épaule au début du mois de novembre, à partir du moment où on a eu cette nouvelle-là, c'est évidemment qu'il faut jouer quoi ? Il faut mettre quoi en portefeuille ?
il faut mettre tous les actifs qui sont dans la grande couronne, dans la grande périphérie. Pourquoi? Parce que les investisseurs anticipent cet effet de débordement. Les actifs du cœur vont pas bouger. Les gens qui disent c'est pas un arbitrage, c'est pas tout ce qui a marché jusque-là en fait va s'effondrer, pas du tout. Rien n'a bougé d'ailleurs. Les actions qui avaient bien marché montent pas ou montent moins. Alors je vous propose Pierre qu'on regarde ça dans le détail. Et qu'on fasse apparaître justement à l'écran une infographie qui sera beaucoup plus parlante pour mes propos, c'est gentil. Non pas que vos propos, mais pour nos spectateurs parce que le son et l'image ça marche toujours mieux. Alors vous disiez en effet que là on a donc les actions. Oui. Répartis sur la carte, les différents types d'actions. Donc là, j'aimerais que vous nous commentiez, parce que vous nous disiez, finalement, le cœur, il ne va pas tellement bouger. Non. Et donc, c'est pas, vous savez, beaucoup de gens ont dit, c'est des arbitrages qu'il faut poser comme si, en fait, tout ce qui avait fonctionné allait tomber. Pas du tout. Si vous comprenez, en fait, ce fonctionnement en cercle concentrique, déjà, les actions n'ont pas changé de statut. Celles qui étaient dans le cœur ou proche du cœur restent près du cœur. Celles qui étaient en petite couronne restent en petite couronne. Celles qui étaient à l'extérieur, en grande périphérie, restent en grande périphérie. Mais il s'est passé quoi? Lorsque vous regardez, par exemple, les trusts technophiles, les GAFAM, les grandes valeurs technologiques, celles qui ont fait le marché depuis déjà le début de la crise sanitaire, elles sont où dans notre écosystème? Elles sont entre le cœur et la périphérie la plus proche, la petite couronne. Elles sont à cheval. Pourquoi? Parce qu'elles offrent beaucoup de visibilité. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces valeurs-là? Eh bien, elles étaient déjà servies, elles étaient déjà chères, mais elles ne se sont pas effondrées. Elles restent à peu près au même niveau, où elles continuent de grimper, tranquillement, doucement. Normal, elles étaient déjà servies. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui a monté derrière? Les valeurs de la santé, c'est pareil, en fait. Toutes les valeurs, les actions qu'on va appeler growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance, qui ont de la visibilité et qui sont assez peu sensibles à la conjoncture, ne se sont pas effondrées non plus. Le secteur de la santé, certaines ont baissé, mais d'autres ont monté. Grosso modo, on continue d'avancer doucement. Mais qu'est-ce qui a explosé? Qu'est-ce qui a beaucoup monté? Eh bien, toutes celles qui sont le plus à l'extérieur. Et on entend par là qui? Les financières qui étaient à la cave depuis le départ, donc les values qu'on va considérer comme le secteur automobile, Air France qui prend 30% en une journée, enfin, c'est lunaire, tout simplement parce que c'était les valeurs qui étaient le plus éloignées, la grande périphérie. À partir du moment où vous avez une lumière au bout du tunnel, les forces centrifuges fait que les investisseurs anticipent la réappréciation de ces prix. Donc vous avez un marché de l'extérieur qui performe mieux que l'intérieur, c'est tout à fait normal. Alors sur cette périphérie qui bénéficie en fait d'une amélioration des perspectives de conjoncture, on a également les small caps, bien sûr, qui ont explosé, évidemment. Prenez l'exemple des américaines d'ailleurs, le Russell 2000 qui est l'indice de référence en fait sur le sujet, il est littéralement explosé. Oui. Les émergents aussi, hors Chine. Alors ce qui est intéressant, c'est regarder le secteur, on en avait parlé je crois ensemble, les marchés émergents, sur les actions émergentes, il y en a deux types. Celles qui sont plus vraiment émergentes, on prenait la Chine particulièrement, qui est en train de changer de statut, qui passe de la grande périphérie à la petite couronne. Enfin, qui est à cheval, là, sur votre plan. Oui, qui est à cheval, mais qui est en train probablement, qui va intégrer des marchés américains, européens, en fait, des standards finalement des marchés japonais, qui sont, on va dire, dans leur ensemble, plutôt positionnés donc en petite couronne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Depuis le mois de novembre, la Chine, qui pour le coup offre de la visibilité, s'en sort extrêmement bien à la crise sanitaire, retrouve une perspective, une dynamique économique favorable, en réalité performe moins que les autres actions des pays émergents. La Russie, le Brésil, là aussi, qui était à la cave, complet. Donc, ça ne veut pas dire qu'une thématique économique forte sous-jacente à cela. C'est simplement le fait que les investisseurs ont compris qu'il était temps d'aller jouer l'extérieur parce qu'il y avait un contexte particulier qui faisait que la force centrifuge allait en fait s'exercer. On verra probablement un peu plus tard si elle va perdurer, s'il faut continuer à jouer cela, mais pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé au cours du mois. Donc les actions hors Chine, émergentes hors Chine, ont mieux performé que les actions chinoises pendant ce temps-là, pour les raisons qu'on vient d'évoquer jusque-là. Alors j'ai une petite question relative à la Chine. Bon, on a vu qu'elle est pour le moment plutôt à cheval encore sur le troisième et le deuxième cercle, mais combien de temps va-t-il lui falloir pour être au cœur ou se rapprocher du cœur? Alors, attention, il n'y a pas de marché action qui peut être au cœur, tout simplement par construction. C'est bien pour ça que je dis pour se rapprocher du cœur. Pour se rapprocher du cœur. Avoir, je dirais, un niveau de transparence, une profondeur des marchés qui va faire que, bon an, mal an, vous considérez que quand vous investissez dans une action chinoise, dans une entreprise chinoise, vous disposez d'autant de visibilité réelle, de transparence, que lorsque vous investissez dans une entreprise européenne, américaine. Les progrès ont été déjà énormes, il y a une libéralisation du marché financier là-bas déjà qui est bien entamée, mais il est évident que pour le coup, notre capacité à disposer en tant qu'investisseur de visibilité sur ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de l'entreprise chinoise, elle est plus limitée qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, parce qu'on est sur un pouvoir
autoritaire, qui maîtrise la communication, sa communication à lui, mais aussi la communication de ses ressortissants dans les entreprises. Donc, je dirais que ça vient progressivement, et plus on aura de la visibilité, de la transparence et une confiance dans la qualité des données que ces entreprises fourniront, plus ça s'améliorera. Mais il y a quand même du chemin de fait depuis. Petite question également au positionnement du private equity sur cette carte des actions. Alors, c'est du non-coté, certes, mais ce sont des actions. Alors, sujet hyper intéressant. Alors, peut-être moins intéressant aujourd'hui, puis d'une certaine manière, le private equity, ça n'a pas bougé depuis un mois, parce que c'est du non-coté, et c'est pas sensible aux tactiques comme ça, en fait. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le private equity, c'est plutôt le fait que la tendance sous-jacente de cette classe d'actifs est en train d'évoluer. C'est-à-dire que le statut attribué par les grands investisseurs internationaux à cette classe d'actifs, donc aux actions non-cotées, est en train d'évoluer depuis déjà quelques années, et il passe jusqu'à il y a quelques années, on considérait le private equity comme quelque chose d'alternatif, de périphérique exactement, qu'on pouvait avoir ou pas, mais véritablement c'était vraiment de l'anecdotique, on va dire. Et progressivement, le private equity s'est installé dans l'univers des actifs qu'il faut avoir en portefeuille. Alors la manière dont on traduit dans notre schéma, c'est qu'il est passé de la grande périphérie et il est en train progressivement de passer dans la petite couronne. Et donc ça veut dire quoi ? La petite couronne, ça veut dire que pour tous les grands investisseurs internationaux, le sujet ne sera pas de dire il faut du private equity ou pas, mais quelle proportion de private equity je dois avoir en portefeuille. Et donc il y a une forme de changement de statut et qui explique et répond à beaucoup de gens vous disent le private equity c'est cher, ça va du coup baisser. Le sujet, il n'est pas là parce que si le private equity est plus cher qu'avant, c'est surtout parce qu'il a changé de statut. C'est devenu un objet qu'on n'élimine pas d'un portefeuille au gré du contexte, alors qu'auparavant, c'était le cas. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a des raisons légitimes pour expliquer finalement le fait qu'aujourd'hui, le private equity est plus cher qu'auparavant parce que la demande est structurellement plus forte. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si d'un point de vue tactique, le private equity présente peu d'intérêt aujourd'hui parce qu'en effet, sa valorisation ne va pas fluctuer au gré des humeurs du marché, en revanche, d'un point de vue stratégique, cette fois, dans une construction de portefeuille, on ne peut plus l'ignorer, même quand on est un particulier. Et au contraire, le fait, encore une fois, que les acteurs institutionnels se positionnent sur cette classe d'actifs et ne se posent plus la question de savoir s'ils en ont ou pas, mais combien ils doivent en avoir, c'est exactement vos mots, fait que de toute façon, on va avoir des flux plutôt porteurs. Et donc, si on doit faire un calcul, c'est celui d'une exposition assez pas anecdotique, donc qui va tourner significative d'un portefeuille dans le private equity. Évidemment, alors les anglo-saxons ont déjà bien évolué sur le sujet, puisque eux vont déjà posséder entre 10 et 20% de leur portefeuille financier vont l'investir dans du private equity. Alors chez nous, on va plutôt tourner, il faut en avoir au moins 5 à 10% de son portefeuille, donc on n'est plus dans de l'anecdotique, on n'est plus dans le % ou le 2%, ou quelque chose qu'on a par effet de mode ou parce qu'on a été séduit par quelqu'un qui est venu nous le présenter. Donc la vraie question, c'est quelle proportion, une dizaine de %, ça paraît raisonnable aujourd'hui. Pour boucler la boucle sur les actions, on a décrit le mouvement qui vient de se produire. Et en effet, la question pendante, c'est quid de la suite ? Qu'est-ce que vous entrevoyez alors ? Alors, on entrevoit le fait que la force centrifuge, là, d'un coup, a délivré beaucoup de potentiel à tout ce qui était vraiment dans la grande périphérie. Après, on a un biais positif, c'est-à-dire qu'en gros, la force centrifuge va continuer d'exercer un petit potentiel et donc offre quand même, je dirais, on ne va pas revenir en arrière comme au début du mois de novembre, sauf si le vaccin ne fonctionne pas et en gros, à nouveau, on retombe. En gros, la lumière au bout du tunnel s'éteint et là, pour le coup, on retombe dans le noir. Là, évidemment, on reviendra sur des stratégies du cœur. Mais là, fondamentalement, si on reste en l'état, on voit un peu de potentiel de hausse, c'est-à-dire que la force centrifuge va continuer de s'exercer. Donc, il y a encore un peu de potentiel de hausse sur les actifs qui sont en périphérie. Après, pas énormément. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Si vraiment on a la lumière au bout du tunnel, plus... bravo, vous jouez très très bien. On aurait dû faire du théâtre, du acteur. Eh bien tout simplement parce qu'il ne faut quand même pas oublier le contexte. Déjà, il va falloir quand même faire l'état des lieux de la capacité réelle des entreprises à régénérer des profits, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier tout de même qu'il va y avoir un double phénomène. Les déficits publics sont énormes et gigantesques, donc ce qui fait que la création monétaire jusque maintenant a certes beau être extrêmement vigoureuse, mais elle ne fait que compenser l'augmentation des besoins de financement public. Et là, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce plan. Et il faut faire attention. Si jamais, dans le meilleur des mondes, tout allait trop bien,
très bien, voire trop bien, eh bien, assez vite, les investisseurs commenceront à anticiper les difficultés qu'auront les banques centrales à continuer d'imposer des politiques monétaires exotiques, hein, il faut le dire, hein, donc de création monétaire lunaire en termes de proportion. Et là, pour le coup, on pourrait avoir en fait des tensions se générer. Donc, pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ça, c'est probablement le coup d'après. Mais pour le moment, donc, on mise sur une force centrifuge donc, qui va toujours privilégier les actifs qui étaient en retard, mais sans un potentiel ou sans ouvrir un potentiel absolument dingue. On a vu les actions, ça serait bien de regarder les obligations maintenant. À votre service. Alors, là encore, on a un cœur qui est particulièrement clair. Hein. C'est États-Unis, oui, là, zone euro. Obligations souveraines. Cœur zone euro. Voilà, zone euro, Amérique et Japon. Et Japon. Donc ça va pas... Mais regardez, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Alors pourtant, on pourrait vous dire, dans ces cas-là, si aujourd'hui, il faut prendre du risque, eh bien vendons l'obligataire souverain. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Donc l'obligataire souverain ne bouge pas, voilà, ou c'est l'épaisseur du trait. Et ça ne bougera pas, pour les raisons qu'on évoquait ensemble. Ces actifs du cœur sont servis et continueront d'être servis. C'est l'excès de liquidité et les anticipations des investisseurs du fait que cet excès de liquidité va se déverser sur le reste. Donc ça ne nuit pas aux actifs du cœur, ça vient simplement servir les actifs de l'extérieur. Donc, balayons le reste. Alors, le reste, c'est les obligations investment grade des entreprises très bien cotées. Ça ne bouge pas non plus. Hein. Donc, on était déjà sur des niveaux de valorisation très élevés. Ça ne bouge pas. Et bien, par contre, et on a vu quoi? Tout ce qui va en bénéficier, c'est les obligations d'entreprises mal notées, ce qu'on va appeler le high yield. Donc, toutes celles dont la probabilité de défaut est élevée, eh bien, elles vont bénéficier d'un coup de cet effet de force centrifuge. Sont aussi les obligations émergentes ou d'entreprises émergentes qui, elles aussi, vont bénéficier en fait, de ce phénomène-là. Donc, vraiment, pour le coup, c'est d'une simplicité sans nom. Hein, c'est de dire le souverain ne bouge pas, l'investment grade ne bouge pas, et le high yield va bénéficier momentanément de cette force centrifuge. Là encore, le potentiel est relativement limité, comme sur les actions. Un peu moins que le potentiel est probablement même un peu moindre que sur les actions, parce que ce qu'on n'aime pas, donc vous avez bien compris que les derniers à en profiter, c'est vraiment les obligations à la signature dégradée. Ça veut dire grosso modo que la visibilité qu'on a sur leur modèle économique est faible. Et là, pour le coup, il y a des risques de défaut à terme qui sont importants et qui ne sont pas pris en considération. Ce qui fait que, déjà, il y a très peu de primes à aller miser sur des obligations d'entreprise mal cotées. Donc, c'est très peu rémunérateur en comparaison en fait, de l'histoire. Il y a une très faible prime de risque. Et en plus, il y a quand même une connexion à l'économie réelle qui est beaucoup plus forte que sur les actions. Parce que quand je rappelle, les actions de l'extérieur, ce n'est pas forcément des actions mal notées. C'est simplement le fait qu'elles sont dans des secteurs d'activité qui étaient considérés comme mal orientés. Donc là, on est vraiment sur des acteurs qui ont une signature dégradée, donc il ne faut pas les miser. Donc il y a assez peu de potentiel de hausse. Donc il y a eu un petit rebond direct au mois de novembre, mais ce n'est pas une classe d'actifs qu'on porte dans notre cœur tout simplement parce qu'il y a un effet connexion à l'économie réelle et on ne dispose pas d'assez de visibilité sur ce plan pour aller le miser en grande proportion. Je remarque que sur votre carte, les obligations souveraines émergentes sont sur le 3e cercle. Oui. Vous êtes un peu en porte-à-faux avec toute une partie des gestionnaires d'actifs émergents qui nous expliquent qu'en fait, ça, c'est un a priori qui n'a plus lieu d'être. Alors, lorsqu'on m'aura démontré... Alors, on ne parle pas de la Chine, hein. Vous avez compris qu'il n'est pour nous plus véritablement un émergent, qui est un émergé, pas complètement au niveau des pays riches, mais qui a déjà émergé. Mais pour tous les autres, encore faudrait-il nous démontrer l'absence de cyclicité de leur modèle économique, leur capacité à auto-alimenter leur croissance sans dépendance au reste du monde, et leur capacité à être autonome d'un point de vue monétaire au reste du monde. Elles n'ont aucun de ces attributs, aucun. C'est-à-dire qu'elles sont dépendantes de la croissance du reste du monde et elles ne sont pas crédibles sur le plan de la création monétaire pour soutenir, si jamais ça va mal, leur propre économie ou soutenir leur déficit budgétaire. Vous comprenez bien que ça reste une classe d'actifs qui ne peut pas être autre part que dans la grande périphérie. Ça ne veut pas dire que ça ne monte pas, hein. Ça veut pas dire que ça ne monte pas. Ça peut monter dans des contextes bien particuliers, mais il faut le jouer comme cela. Et vous verrez, si jamais à un moment donné, il y a de l'aversion pour le risque qui réapparaît, qu'est-ce que feront les grands investisseurs internationaux? Ils solderont quoi en premier? Mais ils solderont en fait ces actifs de pays émergents qui sont encore émergents. Et quand on parle d'émergents, en réalité, ce qu'on veut dire par là, ça traduit surtout une sensibilité des modèles économiques qui est très forte vis-à-vis de l'extérieur et une absence de crédibilité monétaire qui font qu'elles ont besoin des autres banques centrales, n'ont pas la capacité qu'ont le Japon, les États-Unis, l'Europe ou la Chine,
ou le Royaume-Uni d'émettre leur propre monnaie pour financer un plan de soutien budgétaire qui nous permet de contrecarrer un moment de faiblesse économique. Bon, on vient de voir les obligations, les actions. Il faut tout de même qu'on parle des actifs alternatifs. Je songe évidemment à l'or, aux métaux précieux et au Bitcoin. Alors, vous les positionnez comment sur votre fameuse carte? Alors, donc l'or, pour des raisons assez simples, c'est en gros c'est la monnaie alternative aux monnaies fiduciaires, est comprise entre le cœur et la petite couronne. Parce qu'elle présente beaucoup d'avantages. Voilà, en tout cas, c'est surtout cette notion de valeur refuge qui fait que les investisseurs la considèrent comme un actif peu risqué. Donc, entre les deux. Les métaux précieux sont un peu décalés parce qu'il n'y a pas cette vocation, ou il y a moins cette vocation à être une monnaie d'échange alternative si jamais la valeur des monnaies fiduciaires en fait s'effondre. Donc, on est vraiment sur la petite couronne. Par contre, les crypto-monnaies, dont le Bitcoin, restent pour nous, en dépit de tout ce qui sort d'ailleurs ces jours-ci, sur le sujet, évidemment dans la grande périphérie. D'ailleurs, ça nous surprend toujours du fait que les gens vont si vite en besogne. Donc en grande périphérie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin, parce qu'il est en grande périphérie, a bénéficié très vivement de la force centrifuge qui s'est déclinée et déversée, qui a amené en fait que les liquidités se sont déversées sur la grande périphérie, mais sur tous les actifs de la grande périphérie. Le Bitcoin en a profité, mais évidemment ceux qui considèrent que le Bitcoin c'est l'or, j'ai juste envie de leur poser la question de est-ce que vous savez quelle a été l'évolution des cours du Bitcoin au mois de mars? 10 000 $, 5 000 $ en quelques semaines. En fait, lorsqu'on est sur un actif proche du cœur, ce n'est pas possible. On ne peut pas perdre 50% en si peu de temps. Donc oui, le Bitcoin a fait 175% depuis le début d'année. Oui, le Bitcoin fait plus 350% depuis le point bas. Mais il bénéficie essentiellement du fait qu'on a une force centrifuge qui est très puissante. Et vu que c'est une vraie actif alternatif de l'extérieur, et bien là, va être le plus sensible au fait qu'il y a de l'appétit pour le risque en ce moment sur les marchés. Voilà. Mais attention, pour nous, il ne porte dans le mot crypto-monnaie, il n'est de monnaie. Il n'y a de monnaie que dans le mot. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour nous, n'est pas une alternative monétaire crédible, tout simplement, parce qu'à date, il ne peut pas exister de monnaie sans être adossé au pouvoir de battre monnaie et donc à un pouvoir législatif, un pouvoir politique. Et pourquoi? Pour une raison toute simple, vous le savez, on l'a déjà évoqué ensemble, je crois, c'est le fait que si demain l'Europe dit parce que le Bitcoin ou l'évolution du Bitcoin fait que ça a un impact négatif sur l'économie, moi le Bitcoin j'en veux plus, du jour au lendemain, vous pouvez avoir 20 000 $, 100 000 $, le lendemain vous valez zéro. En fait, c'est ce vrai sujet-là, c'est-à-dire que ce ne sont pas véritablement une alternative monétaire pour nous, mais par contre, c'est un actif technologique et qui marche très très bien lorsqu'on a une force centrifuge qui vient bénéficier aux actifs de la grande périphérie. Et donc, à juste titre, le Bitcoin a très bien fonctionné au cours des dernières semaines et probablement pourra battre ses derniers records dans les semaines à venir. Je reviens très rapidement sur l'or parce que c'est aussi un des sujets qui intéresse puisqu'il est à cheval entre le cœur sur le cœur et la petite couronne. On ne peut pas s'attendre à de grosses évolutions pour le moment, ni à la hausse ni à la baisse. Non, parce que les taux sont à zéro. Donc quand vous êtes un investisseur et que vous ne voulez pas trop prendre de risques et protéger votre portefeuille sur une partie de votre portefeuille quand même, acheter de l'obligation souveraine qui vous rapporte du zéro ou de l'or qui vous rapporte rien, mais évidemment. Donc l'or est assez concurrentiel sur ce plan. Et deux, je rappelle tout de même qu'on est dans un contexte inédit d'un point de vue historique, à savoir qu'on pratique des politiques de création monétaire exotiques. On imprime à tour de bras, et donc dans la tête des gens, évidemment, il y a un petit peu de bon sens qui arrive et qui se dit mais est-ce que toute cette création monétaire ne va pas finir par avoir un impact sur ma monnaie fiduciaire? Et donc c'est là où l'or bénéficie en fait de son statut historique de valeur refuge en tant que monnaie refuge. Et évidemment, ça pose les jalons pour que l'or évolue aussi autour des niveaux actuels, tant qu'on a un marché qui mise sur la force centrifuge. Donc en tout cas, ce que vous dites, c'est crypto-monnaie, Bitcoin, allez-y, mais tant que la force centrifuge est en train de s'exercer. Évidemment, et à partir du moment, et vous verrez, où on aura un tout petit peu de doute sur une reprise de la version pour le risque qui se traduit plutôt par une force centripète, immédiatement, les grands investisseurs qui font la promotion finalement de la même chose le vendront. Dernière classe, grande classe d'actifs que j'aimerais qu'on positionne sur votre carte, c'est l'immobilier. Et j'aimerais savoir si ça marche aussi bien finalement. Alors, ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien dans le sens où l'immobilier, c'est comme le reste. Il y a ce qu'on appelle l'immobilier prime, donc qui va être naturellement bien valorisé en période d'incertitude.
donc économique, parce que c'est celui qui va être, enfin c'est toujours la même chose, celui qui est hyper-centre, celui qui est très bien positionné, celui que tout le monde veut, quoi, dans lequel en gros il y a une demande forte pour une offre en fait limitée. Et donc évidemment, là où ça fonctionne le plus, c'est quand les gens ne veulent pas prendre de risques, et donc c'est la stratégie du cœur. Donc l'immobilier prime, il est plutôt au cœur, et puis à l'inverse, vous aviez les hôtels aussi qui étaient là. Donc l'hôtellerie, c'était vraiment un actif considéré comme très peu risqué, donc très cher à juste titre. Attention, l'actif hôtelier, l'immobilier d'hôtellerie, même si on a la lumière au bout du tunnel, il est probable quand même qu'il change un petit peu de statut. Là, il était expulsé du cœur. Il est expulsé. Alors là, la question, c'est donc, il était dans le cœur, il va probablement s'installer plutôt en petite couronne. Parce que là, si véritablement la crise sanitaire est derrière nous à terme, on va avoir un retour à la normale ou à la vie normale. Mais il n'est pas dit que les hôtels qui étaient extrêmement chers retrouvent leur niveau de valorisation parce que le monde peut avoir un petit peu changé par rapport à ça. Donc on va voir, dans l'immobilier, il peut y avoir en fait des changements de statut. Donc, mais tout ça pour vous dire que donc jusqu'à maintenant, ce qui marchait le mieux, c'est l'immobilier prime et personne ne voulait acheter en fait l'immobilier de périphérie. Et ce qui est amusant, c'est que celui qui est un grand périphérique correspond souvent d'ailleurs à ceux qui, en zone géographique, l'immobilier en zone géographique était le plus éloigné, voilà, et donc le plus sensible à la conjoncture. Donc tout cet immobilier-là, donc, qui d'un point de vue résidentiel va être éloigné des centres, etc., ben, aujourd'hui va bénéficier quand même d'une conjoncture un peu plus favorable qu'hier. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, ben, les gens étaient très averses au risque, un peu plus d'appétit pour le risque, et bien, ils accepteront d'aller un petit peu plus loin pour gagner un petit peu plus. Et donc c'est pour ça que ça marche aussi dans l'immobilier, donc résidentiel. Sur le reste en fait de l'immobilier, immobilier de bureau, immobilier commercial, ça marche aussi, mais là où je mets en garde, c'est qu'il est encore un peu tôt pour bien identifier s'il ne va pas y avoir des changements de statut à l'intérieur en fait de ces classes d'actifs-là, pour une raison toute simple, hein, vous allez le comprendre, il va falloir observer si tout ce qui a été dit jusque-là par les pouvoirs politiques, comme quoi on voudrait changer de modèle, à savoir des modèles moins concentrés avec une activité mieux distribuée sur le territoire. Si ça reste lettre morte, évidemment, on va revenir à la situation initiale. Donc, il faudra les gagnants d'hier redeviendront les gagnants de demain. Si jamais il y a une vraie volonté politique de mieux distribuer l'activité sur l'ensemble du territoire, là, on pourra avoir des jeux de vases communicants où l'immobilier qui fonctionnait bien jusque-là va avoir son prix, va pas revenir en fait au niveau d'avant et va plutôt bénéficier à de l'immobilier qui était plus éloigné, mais je pense peut-être aux villes moyennes, qui pourraient bénéficier d'un changement de fonds. Donc là, c'est encore un peu tôt hein, sur cette classe d'actifs. Ça fonctionne, mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il ne va pas y avoir un changement de statut lié tout simplement à un changement de modèle de société où les règles du jeu pourraient évoluer. Et là, voilà, il y a eu des promesses, est-ce qu'elles seront tenues? Ça, c'est encore un peu tôt pour avoir des certitudes sur ce plan. Bon, en tout cas, on a une vision très intéressante de la manière d'appréhender la construction de portefeuille. C'est une approche plutôt originale. Je pense que nos spectateurs auront plein de questions. Je les invite à les déposer en commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous justement pour une autre émission où on répondra à leurs interrogations et à leurs remarques. Je pense que ça vaudra la peine. Avec plaisir. Pierre, en tout cas, merci beaucoup. Merci Vincent.